Je vous remercie de nous rejoindre et de participer à la session de ce soir. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que certains se sont connectés sur plusieurs sessions. Donc, moi, je m'appelle Cindy Bourdelès. Je suis chef de projet à la direction de l'international chez Réseau Canopé. Donc, Réseau Canopé, juste quelques mots, c'est un opérateur en fait de la formation des enseignants en France qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale français. Et on intervient au Kenya, on mène des actions pour développer un écosystème francophone. Et on mène un programme, entre autres, il y a plein d'actions, mais un programme de webinaires thématiques. Et on traite d'une thématique par mois. Donc ce soir, c'est la thématique enrichir et dynamiser ses cours avec l'image et le son, qui va nous être présentée par Mathieu. Donc voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, cette session, elle est enregistrée. Donc pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la, j'allais dire de la soirée, elle sera diffusée sur la plateforme de formation ainsi que les supports de présentation qui ont été créés par Mathieu. Juste un petit point d'attention, donc on va vous demander effectivement d'éteindre vos caméras et vos micros pour qu'on puisse conserver une qualité d'écoute pendant cette session. Et puis n'hésitez pas surtout à intervenir dans le chat ou à lever la main si vous avez des questions on pourra faire des pauses dans la présentation de Mathieu pour pouvoir y répondre. Donc sans plus tarder, en espérant que tout le monde nous rejoigne un petit peu au fur et à mesure, je vais laisser la parole à Mathieu. Mathieu, à toi. Ok. Merci Cindy. Donc bonsoir à tous. Je me présente Mathieu Clore. Je suis professeur des écoles et je travaille pour Réseau Canopé depuis une dizaine d'années sur tout ce qui est formation, ingénierie de formation et tout ce qui touche au numérique éducatif. Et je suis très heureux de participer à ce webinaire avec vous et d'avoir pu travailler sur cette thématique. N'hésitez surtout pas à m'interrompre en fait si je parle trop vite, ça m'arrive souvent, si je parle pas assez fort, bref, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et Cindy me transmettra vos questions. Voilà. Donc on est sur cette thématique très très pleine de richesse sur dynamiser ses cours avec le son et l'image. Alors, c'est quelque chose, voilà, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai séparé ça, j'ai fait un plan qui était assez simple, on va dire, pour pouvoir travailler le plus possible sur le contenu. Donc, attendez, excusez-moi, 2 petites secondes, j'ai juste un petit... Donc, ce webinaire, on l'a fait en 2 parties. Une première sur une société de l'image, sur tout ce qui va toucher à l'éducation à l'image, à un travail autour de l'esprit critique et des élèves producteurs. Je vous en parlerai davantage. Et une deuxième partie sur l'audio en tant qu'atout pédagogique avec des usages en classe, de l'écoute à la production et des outils simples pour la classe. J'ai pas pu travailler avec vous directement pour savoir où vous en étiez sur l'usage du numérique, sur les outils que vous utilisiez en classe, bref. Donc, c'est pour ça que j'aurais besoin aussi de vos retours pour savoir où vous en êtes par rapport à ces outils et ce que vous attendez aussi dans cette formation. Donc, c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Alors, l'image pour donner à voir. L'image, en fait, ça l'est vraiment très importante puisqu'elle permet de transmettre un message, de transmettre une émotion. Et c'est vrai elle a cette particularité d'être un véritable langage universel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une maîtrise de la langue pour pouvoir comprendre une image. Et du coup, comme je vous ai mis dans la phrase suivante, ça reste le vecteur pour transmettre un message le plus rapidement. Et à ce niveau-là, en fait, on voit tout de suite un intérêt dans le cadre de l'enseignement et de l'instruction. Après, hein, ce qui se passe, c'est que
En fait, ben voilà, je vous ai reprécisé ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société de l'image. Et du coup, attendez, pardon, hop, hop. Et ce qui fait on voit aujourd'hui il y a plus de 3 milliards d'images qui sont échangées chaque jour sur le net. Mais du coup, on est amené quand même à se poser la question en fait, cette image, est-ce qu'elle est toujours accessible? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est accessible en tant que telle, c'est en tant qu'objet? Donc, on parle ici d'égalité d'accès aux ressources. Est-ce que tout le monde a un accès à Internet? Comment est-ce que les élèves vont aller chercher cette information? Ça, on ne le sait pas trop. Mais il y a aussi et surtout, en fait, la compréhension du message. Comment lire une photo? C'est aussi, le message, il est facilement transmissible, mais qu'est-ce qu'il a de caché? Qu'est-ce qu'il y a comme message à l'intérieur de la photo, à l'intérieur de l'image? Et on sait aujourd'hui que il est très facile de manipuler les esprits avec une image. Alors, pour ça, je vous ai mis tout de suite une photo pour illustrer mon propos. Alors voilà, on voit cette image, il y a une tortue qui se retrouve sur un morceau de végétation et on voit beaucoup de pollution derrière. Euh, et du coup, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Ben là, on est sur quelque chose d'assez catastrophique sur la pollution de la Terre, sur la disparition de certaines espèces, et c'est vraiment, elle est là pour vraiment transmettre un message, cette image. Mais en fait, on est aussi dans tout le côté subjectif d'une image, puisque ben, en fait, c'est le point de vue du photographe qu'on voit ici. C'est un plan très serré et en fait, on ne sait pas ce qui se passe autour de cette image. Peut-être que autour, en fait, c'est quelque chose de très propre. Il n'y a pas du tout de pollution et c'est juste sur cet endroit. Et la tortue, finalement, est venue chercher un morceau de salade parce qu'elle avait faim. Donc, on ne sait pas du tout. Donc, il faut vraiment, voilà, faire attention à l'image, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, par rapport à ça, il me paraissait important de noter ce point que dans le cadre de la classe, de l'école, il est important de créer une culture commune. Donc, c'est-à-dire de permettre à tous les élèves d'accéder à un certain nombre d'images, à une connaissance de l'image et à une capacité aussi de savoir analyser cette image. Donc là, je vous l'ai fait très rapidement sur l'image de la tortue, mais c'est quelque chose en fait de très intéressant à faire avec les élèves. Et cette culture commune, en fait, dans le cadre de l'éducation, de l'institution, elle incombe à l'institution. Et donc, ben, en fait, ce que ça pose tout de suite aussi comme problématique, c'est que l'enseignant va devoir lui aussi développer un certain nombre de compétences professionnelles, savoir sélectionner des images, donc quelle image il va pouvoir montrer, mais du coup, lui aussi, qu'il soit sûr de la source de son image. Donc, où est-ce qu'il va aller la chercher pour être en capacité de la montrer à ses élèves et que ça soit un savoir institutionnel. Et du coup, que lui aussi, il ait un recul, le recul nécessaire sur l'image pour pouvoir en fait l'analyser avant de la montrer, de la donner à voir à ses élèves. Et donc, c'est-à-dire l'analyser, le point de qui l'a prise, quand est-ce qu'elle a été prise cette photo, qu'est-ce qu'on a cherché à montrer à travers cette photo, puisque la photo, elle est obligatoirement subjective. Donc, ça sera forcément des points que lui, en tant que professionnel de l'enseignement, de l'éducation, devra prendre en compte avant de pouvoir la donner aux élèves. Donc, je me pose un cadre il se veut pas alarmiste, mais en fait, sur une image, il peut y avoir quand même des sacrées différences entre une image d'un- 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 d'une carte en géographie et une image d'éducation aux médias ou une image sur l'écologie. Le message ne sera pas du tout le même, mais n'empêche que c'est des points de vigilance qu'il ne faut pas oublier. Alors, pourquoi, c'est là où c'est intéressant, pourquoi en fait quelle est l'importance des images dans un cours? Non. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les images, en fait, elles peuvent, je dis bien qu'elles le font à chaque fois, mais elles peuvent inciter les apprenants à s'impliquer davantage dans la leçon, et donc ça va faciliter l'apprentissage ultérieur. Je vous ai rajouté en fait une petite vidéo que je vais vous montrer, mais avant de le faire, il faut que je revérifie que j'ai bien pensé à partager le son. Alors, je me permets d'arrêter le partage juste pour vérifier ça, je m'excuse. Oui, c'était bon. Hop.
Voilà, je vous lance cette vidéo. Place à la santé. Bonjour, pour bien mémoriser des informations, mieux vaut les tester que de les bachoter. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'on retient mieux les images par rapport aux mots. Alors pourquoi? C'est ce que nous avons demandé à Gaëne Plancher, elle est professeure de psychologie cognitive. Alors, effectivement, lorsqu'on présente à des, participants, une liste de mots, versus une liste, de dessins, d'images, qui représentent ces mots, eh bien, on va, observer que la mémoire des participants est bien meilleure lorsqu'ils ont vu les images que lorsqu'ils ont vu les mots. Donc qu'est-ce qui se passe, derrière ce phénomène assez puissant? Eh bien, c'est que dans le cas des images, on a, ce qu'on appelle un double codage, parce qu'on va avoir, le codage verbal comme pour les mots, mais on aura également le codage imagé et finalement, plus, on a, des traces multiples, par rapport à une information, plus on a des chances de la récupérer parce qu'on aura plusieurs, chemins d'accès, plusieurs indices de récupération vers cette information. Nos chroniques sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission ou sur notre page Facebook. À demain. Voilà, donc c'était très court comme vidéo, mais elle est en soi suffisamment intéressante pour vous rappeler que en fait l'image c'est pas anodin dans un cours de son usage dans un cours, puisque effectivement en fait associé à d'autres paramètres, hein, c'est ce qui est étudié depuis maintenant quelques années dans les neurosciences en éducation, c'est-à-dire sur le fonctionnement du cerveau, comment apprendre, comment l'élève apprend et comment il fait ressortir les informations de sa mémoire. Et en fait, le cerveau a tendance à fonctionner plus par image mentale, et c'est-à-dire que c'est associé à un concept, associé à des répétitions, associé à des évaluations plus régulières. En fait, l'image va ressortir plus facilement et créer on a souvent cette image dans l'éducation en neurosciences, c'est-à-dire le chemin dans la forêt. Et c'est-à-dire, si on revient, on passe souvent sur ce chemin, donc si on fait ressortir souvent cette information, et ben en fait, elle va s'ancrer de façon durable dans la mémoire. Mais si on n'y vient pas souvent, et ben l'herbe va finir par repousser sur le chemin et on oubliera et on oubliera tout ça. Donc, il est important de pouvoir rappeler très, très souvent ces éléments. Et le fait que l'image soit présente dans le cours, mais peut-être aussi dans la salle de classe pour faire un rappel à ce qui a été vu, ça peut être quelque chose de très pertinent dans une salle de classe. Pas de questions pour l'instant? Non, pas de question, Mathieu, on peut poursuivre. Ok. Juste, je voulais juste te rappeler pour les personnes qui nous ont rejoints, pour une bonne qualité d'écoute et d'attention, est-ce que chacun peut veiller à couper son micro et sa caméra, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je te laisse poursuivre, Mathieu. Ouais, ça marche, je continue. Donc, les images permettent de transmettre des messages, des émotions et des histoires de manière efficace et immersive. Donc, immersive, ça veut dire permettre à l'élève d'être complètement impliqué dans ce que le professeur veut lui montrer. Attendez, excusez-moi, 2 petites secondes. Donc, voilà, le côté immersif va être très important dans l'apprentissage chez l'élève. Pardon, parce que du coup, il y avait pas mal de bruit. Bonjour à Moukeni Bouani et Jean Baron qui viennent de nous rejoindre. Essayez de penser à couper vos caméras. Bonsoir à vous deux. Et si vous pouvez couper vos caméras et les micros, c'est super. Merci beaucoup. Alors, du coup, comment et pourquoi utiliser l'image dans vos cours? Alors, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire. D'abord, l'image pour illustrer, c'est-à-dire qu'elle va venir en appui du savoir donné. Alors, par exemple, si on prend le cas de la géographie, par exemple, vous vous doutez bien que utiliser des cartes en géographie, utiliser des paysages en géographie, ça va être bien plus porteur de sens pour l'élève que juste les mots du cours, en fait. En histoire, ça peut être très intéressant aussi d'avoir comme illustration un tableau, un monument historique. Je sais pas, le portrait d'un roi.
la photo d'un ancien centre de pouvoir, je ne sais pas. En économie, même chose, c'est quelque chose qui est très très souvent utilisé euh, pour montrer un lieu particulier de l'économie, une banque, un marché, un port, des choses comme ça. Et ça peut permettre en fait à l'élève de garder, encore une fois, on en revient sur le côté neurosciences, en fait, de garder à l'esprit cette image-là et du coup de pouvoir raviver le concept qui se trouve derrière cette image. Euh, En fait, on sait aussi que notre cerveau il va être plus apte à traiter toutes ces données visuelles et d'autant plus si elles sont porteuses de sens. Donc c'est pour ça en fait le sens est indissociable de l'image en fait qui est dans un cours. Donc, en fait, l'image reviendra plus facilement à la surface, mais si elle n'est pas associée au concept, c'est-à-dire à l'idée qui est porteuse derrière cette image, il n'y aura pas de savoir qui sera associé à l'image, et du coup, elle finira par disparaître. Donc, l'image utilisée seule, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait, en fait, la notion, le concept qui soit associé à cette image. Donc ça, c'était l'image pour illustrer. Après, une autre utilisation de l'image, ça peut être en fait l'image pour problématiser. Donc là, on est dans autre chose. Euh, Par exemple, en éducation morale et civique, ça peut être quelque chose de très pertinent. Si on voit, je ne sais pas, une manifestation, quelqu'un qui est privé de liberté, ça peut être très intéressant en situation de problème pour faire parler les élèves, en fait, pour leur permettre de s'exprimer. Et cette image, en fait, après, elle pourra revenir très facilement, en fait, pour réactiver des choses en classe par le professeur. En SVT, alors c'est pour ça que je vous ai mis des dessins. Vous voyez que depuis tout à l'heure, en fait, il y a certaines slides de ma présentation qui sont illustrées de dessins. Et en fait, elles ont exactement le même but. Ça reste aussi une image. Et c'est quelque chose, en fait, qui aide l'apprenant, en fait, à mémoriser, à avoir un impact positif sur ce qu'il est en train de voir. Euh, il y a- on parle beaucoup aujourd'hui de facilitation graphique, de sketchnoting, et c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. On est toujours dans le monde de l'image, et où en fait, ça va être une prise de notes graphique. Demandez à l'élève de faire une prise de notes graphique d'un cours que vous lui aurez donné. Et en fait, c'est pas pour rien, parce que si, il n'y a pas besoin que ce soit du dessin qui soit de très haute qualité, qui soit très réaliste. En fait, c'est comment il va réinterpréter les mots, les textes, et il va les transformer en dessins qui, pour lui, ont du sens. Et du coup, en fait, associé à des mots, donc à des concepts, le dessin, en fait, va permettre de souligner ce qui, pour lui, est important, et du coup, de pouvoir l'ancrer plus longuement en mémoire. Et le but du jeu, finalement, de l'école, ça reste quand même ça, augmenter les savoirs, favoriser les apprentissages et les connaissances chez les élèves. Ah, et enfin, un dernier point qui est aussi très intéressant, et justement, on en revient sur la notion là que j'étais en train d'aborder sur la facilitation graphique, l'image pour différencier. Et on a de plus en plus, on prend en compte, et heureusement, tous les besoins particuliers des élèves. Alors, on parle beaucoup de dyslexie, de dyscalculie, des élèves qui sont porteurs de handicap. Et du coup, en fait, l'image, encore une fois, elle va pouvoir venir en appui à la compréhension écrite ou en remplacement des fois de la compréhension du message écrit. Et donc, ça va devenir un étayage pour l'apprenant. Donc, vous voyez ce dessin là où en fait on aide à grimper la colline. Et c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire, euh, l'image, elle est encore une fois pensée par l'enseignant, c'est-à-dire pensée par le professionnel de l'éducation, et elle va permettre à l'élève d'accéder plus facilement au savoir. Donc, vous voyez, là, on a vu en fait les trois, si je reviens en arrière, les trois points qu'on peut mettre en avant dans l'utilisation de l'image dans son cours: illustrer, problématiser et différencier. C'est les trois mots-clés finalement qui reviennent dans l'utilisation d'une image dans ces cours, avec
moments d'utilisation. Mais après, là où il faut faire attention aussi, c'est ne pas se surcharger, parce que finalement, on arriverait à l'effet inverse de celui souhaité. On veut que l'image, elle vienne appuyer le cours de l'enseignant pour pouvoir faciliter la mémorisation du savoir par l'élève. Mais s'il y a trop d'images, finalement, est-ce qu'on est sûr de celle que l'élève va retenir? Est-ce qu'on sait ce qu'il va garder en tête? Est-ce qu'il va avoir le bon message? Il va associer la bonne image au bon concept? Donc en fait, c'est pour ça qu'on en revient à la nécessité de choisir avec pertinence ces images et pouvoir les montrer au moment opportun, le plus favorable pour que l'élève puisse s'en servir comme appui dans son apprentissage. Toujours pas de questions, Cindy? Toujours pas de questions, on peut poursuivre. Ok, super. Alors là, j'ai repris une idée en fait de Philippe Mérieux, qui est comment on va l'appeler, il est spécialiste de la pédagogie en France depuis de nombreuses années. L'image utilisée seule ne va pas aider à mieux comprendre. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une explication, sinon on retombe sur les mêmes problématiques d'inégalité dans l'accès à la connaissance. Et effectivement, l'image, comme on montrait tout à l'heure, quand je reprends l'image de la tortue sur son petit rocher, alors je peux la remontrer à certains parce que tous ne l'ont pas vu du coup. Voilà, c'était notre image de départ, sur montrer en fait, cette tortue tout seul sur ce point de vue, avec ce point de vue du photographe, en fait, ça a un côté très alarmiste, alors que finalement, on sait pas ce qui se passe autour de cette image. Donc voilà, ne pas oublier que une photo, c'est un point de vue du photographe, comme un tableau. Du coup, ce qui nous intéresse, pardon, je suis allé un peu vite. Ce qui nous intéresse ici, ça va être de travailler quelque part en fait sur le point de vue du photographe. Et donc, le point de vue du photographe, là, vous voyez que j'ai pris deux photos. C'est un paraît à gauche qui paraît complètement gigantesque, alors que peut-être finalement, on est vraiment sur ce qu'on appelle une contre-plongée en photographie. Peut-être qu'il n'est pas si grand que ça, on ne sait pas, il est tout seul, il n'y a pas d'élément de comparaison, et on est en contre-plongée, ce qui donne un effet visuel très fort à cette image. Et sur la deuxième image, celle de droite, en fait, on voit une manifestation, ça donne l'impression d'une densité de personnes sur cette image, parce qu'encore une fois, on est sur un plan serré, et on voit des gens qui sont amassés sur un plan très serré. Mais peut-être qu'en fait, ils sont là où on voit, je sais pas, il doit y avoir une centaine de personnes. Peut-être qu'ils sont 150, il n'y en a pas plus. Alors que l'idée qui est transportée derrière l'image, c'est une grosse manifestation, comme c'est un très grand arbre qu'il y a sur l'image de gauche. Donc en fait, pourquoi, et là c'est important, pourquoi travailler la grammaire de l'image? Parce que ça permet d'aiguiser l'esprit critique de l'élève et de savoir en fait que derrière l'image, il y a un homme qui veut transmettre un message. Et du coup, alors voilà, je vous ai mis un document qui vient de l'Académie d'Aix-Marseille, donc qui nous montre en fait les différents plans, donc du plan général au gros plan, au très gros plan, le champ, le hors-champ, la plongée, la contre-plongée, voilà, qui est fait de manière dessinée, ce qui est, du coup le rend accessible plus facilement aux élèves. Et du coup, j'ai remis une vidéo que je vais vous montrer maintenant sur aussi les plans au cinéma. Alors, on n'était pas parti sur le travail sur la vidéo, mais finalement, la vidéo, c'est que de l'image animée, hein. Et c'est assez intéressant de voir en fait que la personne que j'ai choisie, la vidéo que j'ai choisie qui vient de YouTube, en fait, explique en fait le message qui se cache derrière chacun des plans. Donc, je vais vous la montrer maintenant. Si elle veut bien venir. Voilà. Cindy, c'est bon, vous la voyez bien, la vidéo? Oui, c'est tout bon. Ok, super, merci. De vos futures vidéos. Le plan, c'est une vue filmée de manière continue avec une seule perspective ou un seul point de vue. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, retenez ceci. Chaque fois qu'on lance l'enregistrement de la caméra, qu'on filme quelque chose, puis qu'on arrête l'enregistrement,
on obtient un plan. Si la position de la caméra est changée pour montrer un autre point de vue, on obtient aussi un nouveau plan. Alors, quand on filme une scène, on préfère souvent tourner plusieurs plans pour créer des séquences. Ceci est très important car ça offre plus de possibilités par la suite au montage vidéo. On peut donc attirer l'attention du spectateur en choisissant à sa guise différents types de plans. Parmi les 9 valeurs de plan à connaître absolument, vous avez 1. Le plan large. Ce plan montre la totalité du sujet. Lorsque c'est une personne, on la voit de la tête aux pieds. Il permet d'exposer le langage corporel et les attitudes d'un personnage. Veillez bien à ne pas couper la tête ou les pieds quand vous utilisez un tel plan. 2. Vous voyez, voilà, première idée, c'est vraiment montrer toute l'attitude d'un personnage. Donc, il va ici s'attacher, vu qu'on est sur du cinéma, vraiment sur le personnage. On sait que dans les images, ça ne sera pas que des personnages, mais du coup, je trouve quand même ça intéressant de continuer à vous le partager. Le plan américain. Ce type de plan est généralement utilisé quand le sujet est debout. Le bas du cadre coupe le sujet au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux. Les expressions du visage sont perceptibles et il y a suffisamment d'arrière-plan à l'écran pour obtenir des informations sur le lieu de l'action. C'est aussi le plan typique des duels dans les films western. Vous voyez, l'image, là, vous pourrez la garder, le plan américain, le western, les duels. Et du coup, ce sur quoi il insiste, c'est qu'on va bien voir les expressions du visage et quand même avoir un accès à l'arrière-plan. Donc, c'est intéressant de voir que le personnage est mis dans son contexte et pas hors du contexte. C'est pas juste le personnage tout seul. 3. Le plan rapproché taille. Ici, le sujet est cadré à partir de la taille. Dans ce type de plan, le sujet et le décor sont présents tous les deux. Le plan est suffisamment spacieux pour pouvoir cadrer 2 ou 3 personnes. 4. Le plan rapproché poitrine. Dans cette composition, le bas du cadre barre la poitrine. Le décor est toujours visible, mais le plan est plus intime. 5. Le gros plan. On l'appelle aussi le plan serré. Il sert à capturer des expressions du visage, à montrer les mains du sujet ou l'interaction avec un objet dans la scène. L'objectif est d'isoler le sujet et de minimiser, voire supprimer l'arrière-plan. 6. Le très gros plan, aussi appelé le plan très serré ou plan de détail. Il est généralement réservé aux actions dramatiques. Il peut s'agir d'un plan serré sur les yeux ou la bouche du sujet. Le plan très serré s'applique aussi sur des objets inanimés comme une clé qui entre dans une serrure ou une poignée de porte qui tourne. 7. Le plan subjectif. Dans ce type de plan, on essaie de montrer une scène à travers les yeux du personnage. On place la caméra au niveau des yeux et on fait correspondre le cadrage à ce que le personnage voit. Employez ce plan avec beaucoup de parcimonie. 8. Le plan en amorce. Quand un ou deux personnages sont réunis dans une scène, le plan peut être composé de façon à montrer les deux. En général, l'une des personnes est nette et l'autre, c'est-à-dire l'amorce, délimite le bord du cadre. 9. Le plan général, encore appelé plan d'ensemble ou plan de situation. Beaucoup de cinéastes commencent parfois à filmer la scène dans un plan général. Ce plan est suffisamment large pour montrer le décor et tous les sujets et filme tous les dialogues de la scène. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant et qu'il vous apportera beaucoup d'assurance dans la production de vos futures vidéos. N'hésitez pas à... Alors, et si c'est pas de la production, ça sera peut-être aussi dans le choix des photos et du coup dans le message qui se cache derrière chacune des photos. Pas de réaction par rapport à cette vidéo? Alors, pas sur cette vidéo en particulier, mais on avait une question tout à l'heure de Savoie qui disait mais quels critères en plus de la pertinence doit-on prendre en compte en choisissant l'image à utiliser? Eh ben, en fait, ça va être merci de la question. Ça va être comment, en fait, en dehors de la pertinence, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, parce que ben, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Est-ce que c'est une émotion? Parce que ça peut être tout à fait intéressant aussi de transmettre ça, une émotion. Ça peut aussi être juste ça, une image, en fait, quelque chose de beau, quelque chose de triste, parce qu'il y a cette émotion que vous voulez mettre en avant dans votre leçon. Alors, ça ne sera pas la leçon, mais ça sera du coup l'ambiance de la classe, mettre les élèves dans un certain état d'esprit, quelque chose de reposant. L'image peut vraiment travailler là-dessus. Je me rappelle
quand j'étais en classe, il y a encore pas si un peu, mais pas si longtemps que ça, en fait, toutes les semaines, il y avait une nouvelle image qui venait sur mon écran, sur l'écran qui était projeté en classe, et c'était chaque semaine, en fait, une nouvelle image qui venait, qui était montrée aux élèves. Alors, c'était souvent en histoire de l'art, et du coup, c'était, ils arrivaient, et c'était quelque chose de nouveau, donc ça créait tout de suite une petite motivation pour les élèves. Ah, c'est quoi l'image cette semaine? Et du coup, il y avait toujours 1 heure de travail autour de cette image, essayer de l'analyser, et puis on voyait où était le personnage, et qu'est-ce qu'il y avait qui était derrière le personnage, et du coup, voilà, c'est aussi ça, c'est à partir même d'une image simple, c'est leur apprendre à une éducation au regard quelque part, c'est leur apprendre à analyser l'image pour pouvoir en fait être des citoyens éclairés après sur toutes les images qu'ils vont avoir à décortiquer tous les jours en permanence, puisque ben, je ne suis pas trop au fait de comment ça se passe au Kenya, mais sur mon expérience en Afrique, il y a quand même énormément de téléphones portables. Donc j'imagine qu'au Kenya, tous les jeunes, ou beaucoup de jeunes ont aussi des téléphones portables, ou en tout cas se préparent à avoir en tant que jeune adulte des téléphones portables, et du coup être inondés par des images parce qu'on l'est en permanence avec les réseaux sociaux. Avec euh, WhatsApp, TikTok, Instagram, il y a des images en permanence. Et toutes ces images, en fait, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a cette grammaire de l'image. Et donc, leur apprendre à analyser cette image pour pas se faire avoir, en fait, pour pas être manipulé par les images. Est-ce que du coup, ça répond à la question, à part la pertinence? Parce que du coup, il y a le choix, je sais pas, si on travaille en histoire de l'art sur son image, ça va être ça peut être sur les couleurs, quelle l'importance des couleurs aussi dans l'image, ça peut être le point de vue du photographe, ça peut être comment est photographié le sujet. Donc, est-ce que c'est vraiment votre image pour analyser de l'image ou c'est qu'on en revient à tout à l'heure, est-ce que c'est pour appuyer sur le côté pédagogique de du savoir, ou est-ce que c'est pour mettre en avant une problématique? Et tout ça, en fait, ça va être vous qui allez décider de, en fait, qu'est-ce que je veux donner à voir, qu'est-ce que je veux amener comme réaction chez l'élève? Est-ce que c'est lui faciliter la mémorisation du savoir que je suis en train de lui donner, ou alors c'est lui faire se poser des questions pour que après, en fait, je puisse engager la conversation et mettre en avant des concepts d'apprentissage. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Du coup, je renlève ça et je reviens ici. Alors justement, on en revient sur le concept qui est très important, c'est-à-dire effectivement développer l'esprit critique. Et aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, dans ce monde de l'image, c'est vraiment pas anodin de développer l'esprit critique. Aujourd'hui, plus encore, depuis quelques mois, que ça n'a été, en tout cas, comme c'est annoncé, que ça ne l'a été avant. On est à l'époque de l'intelligence artificielle générative et en fait, les outils sont capables de fabriquer, transformer, diffuser des textes, des images, du son ou des vidéos. Et c'est vraiment n'importe qui peut le faire et sans aucune difficulté. Du coup, ça repose la question du rapport du citoyen à l'information et donc à l'accès à la véracité de l'image finalement. Est-ce qu'elle est vraie cette image ou est-ce que c'est quelque chose de complètement faux et construit? Du coup, dans cette nouvelle réalité de tous les jours, en fait, comment éduquer très tôt les enfants à l'esprit critique et, encore une fois, renforcer leur capacité à faire preuve de lucidité par rapport à ce flot de contenu qui arrive. Et ben, rien de mieux qu'un prof qui va éduquer à analyser l'image, à savoir contextualiser l'image, à savoir connaître la méthode de fabrication de l'image, connaître aussi justement cette intelligence artificielle et pouvoir la maîtriser pour savoir que toute image n'est pas une vérité, mais c'est un point de vue de celui qui a fabriqué cette image. Alors, hop. Voilà, je vous montre là, voilà, c'est une photo prise dans une classe avec un professeur qui est en train de faire une analyse de une de journal. Et on va des élèves, on est dans une classe plutôt classique, mais il y a au moins un vidéoprojecteur et on voit la une de journal avec Hillary Clinton qui adopte des bébés aliens.
Donc on voit que c'est une une de journal et du coup, il est en train de faire de l'analyse de l'analyse de médias, de l'analyse d'informations pour développer encore une fois cet esprit critique chez les élèves. Alors moi aussi, je me suis amusé. Alors, d'abord, je vous montre ça. L'esprit critique. En fait, il y a des éléments qui sont super importants dans cet esprit critique, et ça va être en fait chercher l'information, et ça, c'est quelque chose, l'élève va devoir apprendre à le faire, mais on se rend compte que en France, hein, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les enseignants, parce que eux aussi, c'est où est-ce qu'on va aller chercher l'information? Est-ce qu'on est sûr de cette information? On a beaucoup de travail à faire déjà dans les compétences professionnelles de l'enseignant, avant même de passer sur les compétences de l'élève et du futur citoyen. Euh, il y a aussi d'autres éléments qui vont être sur développer l'autonomie à chercher soi-même, évaluer une information, distinguer les faits et les interprétations, débattre ensemble, trier des informations. Et tout ça, en fait, ça fait partie de l'esprit critique. Et finalement, en fait, utiliser une image, c'est pas si anodin que ça dans un cours. C'est on est tous, hein, à l'utiliser souvent comme illustration pour rendre son cours plus joli, pour le rendre plus aéré et du coup pour faciliter l'engagement de l'élève à écouter, au bout du compte, à écouter le cours. Mais, euh, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas anodin, le choix des images. Et comment ça se fait quand on va chercher une image, on la cherche sur Internet, on passe par un moteur de recherche, et ce moteur de recherche, c'est pareil, c'est pas anodin en fait les propositions qu'il va vous faire. Donc, nécessité toujours d'avoir en fait un certain recul par rapport aux images qui nous sont, auxquelles on a accès et qu'on propose après aux élèves. C'est pas anodin de proposer une image aux élèves. Alors, du coup, là où ça devient quelque chose de très, très important pour moi, c'est justement pour que favoriser ce développement de l'esprit critique chez l'élève, en fait, il y a ce qu'on appelle donc l'image comme projet et du learning by doing. Donc, il faut que l'apprenant soit acteur de son propre apprentissage, donc qui développe ses compétences dans des conditions réelles. Et on voit que ça va se répercuter de façon très positive sur la mémorisation, puisque en fait, quand il va le faire et qu'il a un réel but à faire à créer quelque chose, et ça va être d'autant plus facile pour lui d'y voir de l'intérêt, et donc l'intérêt favorise la mémorisation sans aucun doute. Mais ça, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, je vous ai repris un texte qui date de 2015, où en fait l'éducation aux médias et à l'information en fait prévoit la création de médias scolaires dans tous les établissements, de l'école au lycée. Et là, je cite les propos d'Eduscol, c'est le site de l'éducation nationale, parce que l'éducation aux médias passe aussi par la mobilisation des élèves eux-mêmes. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche veillera à ce que, au sein de chaque collège et chaque lycée, soit créé un média, journal, radio ou plateforme collaborative. Et donc on voit, alors ça retouche, on retombe sur deux éléments essentiels de cette présentation de ce soir, c'est l'utilisation de l'image et du son dans ses cours ou dans sa classe. Du coup, sur la création des médias, en fait, je vais commencer déjà à vous montrer quelques éléments, des pistes de travail où on va leur permettre de développer cet esprit critique et de savoir où aller chercher ces informations, ces images, ces documents. Déjà, en fait, c'est les moteurs de recherche qui sont dédiés à l'éducation. Du coup, c'est-à-dire, ça revient à la question où aller chercher son image. C'est toujours risqué de permettre aux élèves d'aller récupérer, d'aller faire des recherches d'images sur Internet, parce que Internet, on a tout et son contraire, on a des choses très intéressantes, beaucoup de savoir, mais aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de violence, beaucoup d'images qui ne sont pas du tout à montrer à des yeux d'enfants.
Donc en fait, c'est pas si simple en tant que professeur de laisser un élève aller chercher seul ou avec des camarades, ou en tout cas sans la supervision d'un enseignant derrière lui, de le laisser aller chercher seul des images. Donc en fait, aujourd'hui, en tout cas, il y a des moteurs de recherche pour l'éducation qui existent et qui permettent à des élèves de chercher en toute sécurité. Mais après aussi, ça peut être un des apprentissages pour les citoyens de demain, c'est comment faire des recherches d'images pertinentes. C'est-à-dire ce que j'écrivais là, laisser le moins de place possible au hasard dans les moteurs de recherche. Donc, comment faire une recherche, utiliser des mots-clés, utiliser les parenthèses pour exclure certains mots dans votre recherche, ou pour en spécifier certains. Donc en fait, c'est apprendre aussi à l'élève à savoir comment effectuer une recherche d'images sur Internet. Ça permet aussi, là tout de suite, de commencer à parler des sites d'images libres de droit. On ne peut pas aujourd'hui utiliser dans ses cours ou diffuser des cours, notamment maintenant qu'on en diffuse de plus en plus via des plateformes comme ce qu'on va faire ce soir, puisque ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur une plateforme. Toutes les images, en fait, je suis allé les chercher, j'ai vérifié les licences d'utilisation de ces images, et on ne peut pas les prendre n'importe comment, sans faire attention aux droits d'auteur, puisque on en revient toujours à ce leitmotiv, hein, c'est-à-dire une image, elle appartient à quelqu'un, elle appartient à un photographe, à un humain qui se trouve derrière et qui a fait cette photo. Sauf les images qui sont créées par les intelligences artificielles, on est d'accord. Et en fait, il y a aussi, ça peut être aussi intéressant, un travail en fonction des outils que vous avez dans votre classe, aussi apprendre aux élèves à comment capturer une image sur Internet, comment l'enregistrer, comment la modifier aussi, puisque c'est aussi quelque chose qui est important. Il faut lui donner les armes de modifier, d'avoir un certain pouvoir sur ces images et de pouvoir modifier la taille de l'image, de pouvoir modifier les couleurs de l'image, de pouvoir travailler sur énormément d'effets sur son image. Alors, je vais vous montrer. Du coup, Cindy, tu pourras me dire si on voit bien tout ce que je montre. D'accord? Merci beaucoup. Alors, la fenêtre est un peu petite, alors Oui, je oui, sais oui. pas si Regarde, c'est normal. hop, ça y est, c'est augmenté. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, super. Donc là, je vous montre, c'est Quant Junior, donc c'est un moteur de recherche qui est dédié aux enfants, et ce qui fait que, en fait, quelle que soit la recherche que je ferai, l'élève ne tombera pas sur des images inappropriées, on va le résumer comme ça, et ce qui fait que ça va quand même faciliter l'autonomie de l'élève, et en tout cas, moins de stress pour l'enseignant, puisque, en fait, on peut aller rechercher des images et on peut laisser l'élève seul pour faire une recherche d'images et on n'a aucun souci aucun problème par rapport à ce qu'il pourra trouver. Je vous parlais tout à l'heure moi je l'utilisais beaucoup en classe pour travailler en histoire de l'art sur les tableaux parce que ça fait partie du programme à l'école. Alors j'ai pas fait l'effort, j'en suis désolé, d'aller rechercher des artistes kenyans parce que j'en connaissais pas en fait. Mais du coup, je vous ai repris un tableau de Vincent Van Gogh et c'est un projet de Google qui a enregistré énormément de photos d'art. Alors, c'est assez vaste hein, au niveau de l'art, mais en très, 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 très bonne résolution. Donc là, on travaille un peu plus sur le côté technique. Et Van Gogh, alors c'est un artiste du 19e siècle. Et en fait, pour vous montrer comment l'utiliser en classe, alors voilà, c'était juste en soi, c'était le tableau, on pouvait le voir, mais après, en fait, l'image est de tellement haute résolution. Ça, c'est un travail qui était fait au couteau que, regardez, je zoome, ça va se... Et on voit vraiment tous les traits de pinceau qui ont été faits pour réaliser ce tableau. Et du coup, on peut avoir une analyse très fine du tableau et on voit toutes les couleurs, comment elles ont été utilisées. Vous voyez, on voit tous les pigments, on voit même la toile qui se trouve derrière. Donc en fait, c'est un,
le pouvoir d'Internet, en fait, qui va nous permettre d'avoir un accès à des ressources qui sont de très très haute qualité. Alors ça vaut pas ça vaut pas d'aller la voir dans un musée cette toile, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller à New York pour voir ce tableau. Donc en tout cas, on a ici un accès à une qualité à une qualité d'image qui est très importante. Euh, Je parlais tout à l'heure du droit d'auteur et des recherches. Donc, j'ai remis dans le document qui vous sera donné des sites d'images de recherche, des sites de recherche d'images qui sont libres de droit. Pardon, je mets les mots dans le bon sens, ça sera mieux. Genre voilà, par exemple, et là, si je tape Kenya, je devrais tomber sur certaines images. Voilà, et en fait, vous voyez, là, j'ai des images là qui sont sponsorisées et là, des images qui sont libres de droit. Donc, si je clique, voilà, par exemple, sur ce groupe d'enfants-garçons, je vois gratuit pour une utilisation, licence de contenu Pixabay. Donc, j'ai la possibilité de télécharger en toute légalité cette image et de pouvoir l'utiliser dans mes cours sans que ça me pose de problème. Alors après, la facilité et l'urgence de ces cours fait qu'on n'est pas toujours à vouloir dire, bon, bah, c'est bon, c'est juste pour ma classe, j'ai besoin de cette image, mais elle n'existe pas dans Pixabay, bah, tant pis, je la prends. Mais pour les élèves aussi, en fait, bah, si un jour ils deviennent photographes, ils n'auront pas envie qu'on leur piquent leurs images pour aller les diffuser ailleurs, alors que c'est leur travail et que c'est quelque chose qu'ils ont fait. Donc, les sites comme ceux-là, comme Pixabay, vous permettent en fait d'avoir un certain nombre une banque d'images que vous pourrez utiliser sans difficulté dans vos cours. Mais effectivement, je suis bien d'accord avec vous, on ne trouve pas toujours tout ce dont on a besoin. Donc, voilà, c'est pas toujours si facile. Après, je voulais quand même vous remontrer parce que Google a développé un certain nombre d'images. Donc là, voilà, je suis sur le navigateur Google et si je tape encore une fois Kenya, donc là, je suis sur le moteur de recherche, je vais aller dans Images et je ne sais pas si vous connaissiez, mais dans cette... donc là, je vois toutes les images, mais j'ai l'onglet Outils qui apparaît sous la barre de recherche. Et dans Outils, donc je peux faire je peux mettre des filtres, en fait, déjà choisir les tailles. Alors, vous savez, on a des pixels, donc du coup, si je choisis que les grandes images, alors si je clique dessus, vous voyez, j'ai une image là de 1400 par 787, ce qui fait que c'est une image déjà de très bonne résolution. Donc, ça sera plus intéressant de montrer des images de qualité à vos élèves. Mais j'ai aussi, et c'est là que ça m'intéresse, dans les outils, le droit d'usage. Et donc, je vais pouvoir choisir, en allant sur le droit d'usage, des licences en Creative Commons. Donc, que j'aurai le droit d'utiliser en toute légalité dans mes cours. Je reclique dessus et vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'images sur le Kenya que je pourrais utiliser sans être hors la loi. Et un dernier, quand vous êtes, je vais revenir sur Google. Quand vous êtes sur votre page Google, à côté, dans votre barre de recherche, vous voyez, il y a un petit appareil photo. Et en fait, c'est un outil de recherche d'images. Donc, par exemple, si je clique dessus, voilà, je peux faire glisser une image à l'intérieur. Donc, j'en avais préparé deux tout à l'heure. Voilà, une première, hop. Voilà, donc c'est ce personnage, et je vois bien que c'est Albert Einstein, et il va me proposer, en fait, il va rechercher sur le net toutes les photos qui correspondent à cette image. Donc ça me permet de faire, à partir d'une image, faire une recherche inversée. Et du coup, c'est assez intéressant, encore une fois, dans un travail autour de l'éducation à l'image. Et je ne le connaissais pas, mais du coup, j'ai repris. Alors, vous me direz, est-ce que c'est bien le président du Kenya? Oui, c'est bien lui. Répondez-moi dans le chat parce que j'en étais pas sûr en fait. Et là, en fait, du coup, voilà, je sais que c'est Bob Rugurika. C'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Sauf en Ah, image, merci. seulement en image,
celui de Laetitia Akri, Laetitia Gade-Beku, ça, ce n'est pas le président kenyan. Non, non, ça c'est du coup c'est sur LinkedIn quelqu'un qui a utilisé l'image. Oui, oui. Mais en fait c'est parce que, mais du coup c'est très intéressant que votre intervention, merci. C'est parce que en fait c'est l'outil Google qui va essayer d'analyser l'image et de retrouver des images qui s'en rapprochent. Alors là on voit sur les 3/4 c'est oui et sauf sur celle-là. Donc vous avez l'œil très perçant. Merci de l'avoir remarqué. En tout cas, c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser ou à faire utiliser par les élèves, leur montrer que ça existe. Alors après, on en revient sur ne pas oublier de travailler sur l'esprit critique, parce que du coup, j'ai une image et je demande à Google d'aller me rechercher des images qui ressemblent. Mais c'est des images qui ressemblent. Donc après, toujours penser à vérifier la source, à vérifier d'où ça vient. Vous voyez, la première image qui revient, elle vient de Facebook. Est-ce que Facebook, j'en ai plusieurs d'ailleurs qui viennent de Facebook, de TikTok, est-ce que du coup c'est des sources d'informations fiables? Est-ce que du coup je suis sûr de l'information qui est donnée à travers cette image, cette photo? Pas forcément. Donc il faut continuer quand même à garder en tête que l'esprit critique, c'est ce qui prévaut. Voilà, donc là c'était déjà quelques outils. Enfin, et du coup, là, je vous ai fait je me suis un peu amusé pour travailler sur ce webinaire. Et il y a un exemple de projet. Alors, c'était une enseignante qui faisait ça. Elle créait des unes de journaux. Chaque semaine, elle en créait une fausse une de journal. Et c'était en modifiant des photos. Et on avait vraiment l'impression que c'était un vrai journal qu'elle faisait. Et c'était aux élèves, en fait, en groupe, d'aller essayer de trouver ce qui était faux dans sa une de journal. Est-ce que la photo, c'était une vraie photo? Est-ce que le titre, c'était le titre qui correspondait à la photo? Bref, il y avait plein de fausses informations dedans. Et c'était aux élèves d'aller retrouver les bonnes informations. Donc, c'était faire des recherches, faire de la recherche inversée d'images pour essayer de retrouver, en fait, les véritables informations. Et comment travailler le mieux possible l'esprit critique des élèves quand leur faisant un travail de ce genre. Ben, du coup, c'était très intéressant. C'était vraiment quelque chose de très pertinent. Aujourd'hui, en France, il y a des certifications sur les outils numériques. Ça s'appelle PIX. PIX, et je pense que vous avez accès aussi à cette plateforme. Et c'est pour s'entraîner à développer ses compétences sur l'usage du numérique de manière générale. Et il y a beaucoup de questions sur des photos où, par exemple, il va falloir aller chercher les métadonnées de la photo pour savoir où est-ce qu'elle a été prise, à quelle heure elle a été prise. Et en fait, tout ça, c'est enregistré. Quand vous prenez une photo avec votre téléphone portable et que vous la partagez, toutes les métadonnées, elles se trouvent à l'intérieur. Et on peut avoir accès à ces métadonnées. Et du coup, on peut savoir où vous étiez, on peut savoir à quelle heure vous avez pris la photo, avec quel type d'appareil photo vous avez pris cette photo. Donc c'est quand même super intéressant de pousser les élèves à faire attention en fait à ça. Et du coup, aujourd'hui, en fait, c'est devenu très simple, vraiment très simple de pouvoir transformer des photos. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais par exemple, il y a ça s'appelle Remove BG, Remove Background, et en fait, ça permet d'éliminer très facilement l'arrière-plan d'une photo. Alors, je me suis amusé, j'ai fait ça, j'ai pris une image qui était libre de droit, en Creative Commons, et voilà, c'était ce petit enfant kényan, et il supprime automatiquement, moi, j'ai aucun travail à faire, hein. Je glisse, dépose ma photo sur ce site, et en fait, il élimine automatiquement l'arrière-plan. Et du coup, après, en fait, ben, je vais cliquer sur changer le contexte et je vais le mettre à Paris, cet enfant. Tac. Donc ça devrait arriver, normalement. Voilà. Vous voyez, en deux clics, alors je ne vous dis pas que c'est parfait, hein, il y aurait à retravailler la taille du personnage principal, le faire plus petit par rapport à l'arrière-plan que je veux mettre, mais en fait, très facilement, je crée une fausse photo, une fausse information très très facilement. En 2 clics, j'ai téléchargé 2 photos, et en 2 clics, j'ai créé une nouvelle image qui est complètement fausse, entièrement fausse. Donc, même chose, hein, ce site, je vous l'ai laissé dans le document. Donc, vous pourrez vous amuser à le faire. Il y en a plusieurs hein, qui existent, Photoclipping ou Remove BG, ils font exactement la même chose. Il y a plein de logiciels aujourd'hui qui vous permettent de supprimer l'arrière-plan et de modifier complètement une image.
On voit souvent les publicités aussi sur vous avez fait une photo de vacances et puis il y a quelqu'un qui est en train de faire l'imbécile derrière que vous ne connaissez pas et c'est très facile de gommer des éléments, de supprimer des éléments de certaines photos. Et encore une fois, on en revient sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, c'est des outils qui sont pour l'instant payants, donc pas forcément accessibles à tout le monde, mais qui vont dans un futur plus ou moins proche devenir beaucoup plus facilement accessibles. Et tout ce qui est la suite Adobe, en fait, vous permet de faire ce que vous voulez sur votre photo. Et aujourd'hui, de façon de plus en plus facile. Comme vous voyez là, en fait, très très facilement, j'ai modifié cette image. Alors là, je vais vous montrer le petit projet qui m'a fait rigoler, mais je reviens un peu avant vers vous, savoir s'il n'y a pas de questions. Non, on n'a pas de questions. On avait Abdourahmane qui voulait que tu nous montres une image de Las. Alors, je vais certainement écorcher Abdourahmane le nom, mais de Las GL au Somaliland. Las Ok, GL au Somaliland. C'était quand tu j'ai fait un montrais. copier-coller. Ouais. Ah, c'est un artiste? Non, c'est dans des grottes, des peintures Oui, c'est ce que rupestres. j'ai Ah, c'est pu voir super. aussi. Ouais. Alors, bah, du coup, voilà, là, j'ai fait la recherche. Du coup, bah, pour être sûr que je peux utiliser... Ah, pardon, je vous remets Alors oui, sur... tu partages pas. Ouais. Oui, pardon. Voilà, c'est là. Ah, le double écran, des fois, je me perds. Donc là, j'ai fait juste ma recherche. Et si je vais dans Outils, donc je vais prendre déjà des grandes tailles. Bon, ça permet quand même de regarder. Voilà, vous voyez, 2000 par 1024, en fait, selon la plateforme sur laquelle vous pouvez l'utiliser, ben, ça peut être très intéressant de prendre une haute résolution. Et maintenant, je peux quand même aller voir sur le droit d'usage et des licences en Creative Commons. Et vous voyez qu'encore, on en a quand même beaucoup moins, mais on en a quand même un certain nombre. Donc, possibilité quand même d'en utiliser pour vos cours. C'est pas très dur en fait de penser à ce réflexe de le laisser en Creative Commons, ça peut être intéressant. Alors là, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je me suis amusé avec de l'intelligence artificielle et des modifications d'images. Hop. Voilà, vous voyez, c'était moi, mais je me suis beaucoup vieilli avec, ça vient d'un filtre TikTok, je crois, qui vous permet de faire ça. Vous prenez une photo et en fait, ça vous montre à quoi vous ressemblerez dans 20 ans ou dans 30 ans. Allez, rajeunissez-moi un peu dans 30 ans. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, c'est très simple, hein, c'est juste un filtre qui permet de le faire. Donc après, vous voyez, j'ai pris donc cette photo, puis j'ai pris une photo d'une prison, voilà, que j'ai juste rajoutée. Et ben, du coup, ça fait très facilement, voilà, je me suis mis en prison en deux coups de photo. Et pour aller un peu plus loin, ben voilà, j'ai refait une de journal si c'est très simple, je vais vous montrer comment, avec on a quand même vraiment l'impression d'un vrai journal. Alors, je n'ai pas tout mis, j'aurais pu le faire un peu plus, mais c'était juste pour vous montrer que c'est vraiment très simple aujourd'hui, avec les outils numériques, de faire ce genre de choses. Alors, donc, créer un journal de classe, pour permettre à l'élève d'utiliser des images comme je viens de le faire. C'est une pédagogie, le journal de classe, qui remonte à très longtemps, parce que c'est plutôt les années 50 avec un pédagogue qui s'appelait, un maître, un enseignant qui s'appelait Célestin Freinet. Et il préconisait ça justement, en fait. Il avait déjà ce concept de faire aux élèves. Mais alors, c'était quand même très fastidieux dans les années 50-60 de faire un journal de classe, hein. On n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'accès aux outils numériques, en fait, on peut le faire de façon très simple, très rapide, et du coup, travailler le plus possible sur le contenu et pas sur la fabrication même, en fait. Et pourtant, les effets positifs sont les mêmes auprès des élèves. Donc, en fait, c'est leur permettre d'être des producteurs d'informations. Donc, ça, c'est le principe même de la création du journal de classe, mais aussi de travailler beaucoup de compétences en maîtrise de la langue, en informatique aussi, puisqu'il va falloir faire du traitement de texte.
en art aussi, puisque c'est des photos, ben, eux aussi ils peuvent aller prendre des photos et les rajouter à ce journal de classe. Et il y a aussi le travail sur toutes les compétences transversales, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, sur la coopération, la collaboration, l'esprit critique, la culture numérique. Et tout ça, en fait, va être travaillé si vous vous lancez dans la création d'un journal de classe. Pour pouvoir le faire, en fait, il y a des outils très simples, hein, comme les éditeurs de texte, les Pages sur Mac ou les PowerPoint sur les PC, ou des outils comme Canva. Je sais pas si vous connaissez. En fait, à la base, c'était pour faire des infographies, et aujourd'hui, ils se développent de plus en plus. Alors, en France, on a le droit à des comptes gratuits avec des adresses professionnelles académiques. Au Kenya, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas allé regarder, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous avez accès à un compte gratuit, ça c'est sûr, et après, avec moins d'outils disponibles, si vous restez en compte gratuit. Mais avec un compte enseignant, un compte éducation nationale, on a des comptes gratuits. Et ben, par exemple, voilà, j'avais fait une de journal. Le temps, c'est dépassé. Pardon, excusez-moi, c'était pas la bonne. C'était une infographie, justement. Voilà. C'était sur la revégétalisation d'une cour d'école, et ben, on avait le projet, le titre, les photos. Et c'est aujourd'hui très simple de pouvoir faire ça, parce qu'en fait, vous allez utiliser des modèles, et à partir de ces modèles, les élèves vont compléter avec leur propre contenu. Et du coup, le choix des images, la qualité de l'image, tout ça, c'est eux qui vont être les producteurs de ça. Et c'est encore une fois, si les élèves sont producteurs d'informations, ils auront d'autant plus euh, facilement développé l'esprit critique face à l'information et à ce flux d'images. Et je vous en ai montré un autre qui est très utilisé en France, et qui s'appelle Mad Mads, et qui permet en fait de créer, c'est là-dessus que j'avais créé ma une de journal, et ça permet de créer très facilement un journal et de lui donner un aspect presque professionnel, quasi professionnel, et d'avoir en fait, vous allez pouvoir créer un comité de rédaction, définir des rôles auprès des élèves, qui va s'occuper de tel ou tel article, qui va aller chercher les photos. On peut même mettre, puisqu'il est en ligne, on peut même mettre des fichiers audio dedans. Donc, ça rejoint les deux aspects de notre webinaire de ce soir. Et vous allez voir, je vous montre. Alors, il y a une version gratuite qui est dédicacée à l'éducation. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez choisir une page. Alors, par exemple, si je prends un article, vous voyez, c'est des modèles, et en fait, si par exemple, ben, je sais que j'ai deux photos à utiliser dans mon article, et ben en fait, je vais choisir, alors je choisis les couleurs, mais je choisis par exemple cette page, je valide, et en fait, la forme est déjà proposée par la solution, et moi, j'ai juste à remplacer l'existant par mon propre contenu. Alors, si je clique sur la photo, je vais aller choisir depuis mon appareil, je vais prendre cette photo de classe. C'est bon, je peux valider. Et voilà, elle apparaît, elle se met en page toute seule dans ma page. Après le texte, je clique dessus et je vais pouvoir remplacer par mon propre texte. Nous travaillons sur la place de l'image. Les cours. Kenya. Et du coup, je peux après tout de suite avoir un aperçu, un rendu. Vous voyez, et c'est voilà, la mise en page est impeccable. Je choisis le modèle, et je mets mon propre contenu à l'intérieur. Et du coup, après, je peux l'avoir en version en ligne, et consultable, et du coup diffusable auprès de beaucoup de gens. Ça peut être auprès des familles, auprès de l'institution, auprès de l'étranger. Et du coup, ça implique énormément l'élève dans ce travail de rédaction, dans ce travail de recherche d'informations, parce que c'est quelque chose non pas à destination de l'enseignant, du professeur, mais à destination de l'extérieur. Et il sera d'autant plus motivé pour pouvoir en fait faire des productions de qualité, parce que ben, ça va être montré au reste du monde, puisque ça sera sur Internet.
Voilà, donc ça, c'est une solution qui est très facile à prendre en main. Ah, pardon, je bouge un peu trop. Et je voulais vous en montrer une autre qui s'appelle Book Creator, qui est même chose en fait, qu'avec un compte enseignant, en fait, on peut créer très facilement. C'est en ligne et c'est gratuit. Et ça vous permet en fait de créer des livres interactifs. Dans ces livres interactifs, alors c'est très très simple d'utilisation. Vous allez choisir un modèle. Alors ça commence toujours par la couverture. Généralement, on finit son livre par la couverture. Et vous voyez, il y a très peu d'outils qui apparaissent. Si je clique sur le plus, je vais pouvoir rajouter une image que je vais aller chercher depuis mon ordinateur. On va reprendre, tiens, Einstein. Donc tout ça se fait en ligne et en direct, hein. Donc voilà, elle est là. Maintenant, ça devient un objet et je peux le déplacer, le mettre où je veux. Je vais pouvoir aussi rajouter du son, très, très simplement. Donc là, si je clique sur enregistrer, 3, 2, 1, eh bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation de l'image et du son pour dynamiser mes cours. Utiliser l'enregistrement. Et voilà, j'ai mon fichier son qui apparaît sur mon texte. Et à la fin, en fait, ça me donne un livre interactif qui sera à disposition des élèves, voire je vais pouvoir demander aux élèves de travailler dessus directement depuis un ordinateur. Donc ça se fait par contre que depuis Google. Vous ne pouvez pas le faire sur d'autres navigateurs, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et d'être gratuit. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas dans le chat. Non, on n'a pas de questions pour le moment. Est-ce que ça vous va pour l'instant? C'est important pour moi de savoir aussi. Ouais, Ah, si, je n'hésitez peux- pas à nous dire dans le chat. Super, merci. Si je voulais vous montrer, il y a un exemple de Mad Max qui avait été fait pour vous montrer la qualité que de Sleep. Fond culturel, vivre l'Afrique autour de nous. Donc, voilà, vous voyez, après, l'intérêt, c'est que les pages se tournent comme un vrai magazine. Donc, on est vraiment sur une solution qui est, on dirait, un journal professionnel, et c'est quelque chose qui peut être fait par vos élèves sans aucun problème. Et pour l'avoir déjà pratiqué en classe, même des élèves de CE1, de CE2, donc de 8 ans, entre 8 ans, 9 ans, peuvent être complètement autonomes sur la fabrication du journal. Après, c'est important justement de mettre en place le comité de rédaction comme dans un vrai journal pour pouvoir relire, pour éviter les fautes d'orthographe, pour être sûr que l'image elle est libre de droit avant de pouvoir le diffuser. Mais vous voyez, on a une qualité qui est vraiment impeccable. Et là, ils ne l'ont pas fait, mais je peux aussi rajouter des fichiers son et des pages Internet dans un magazine comme celui-là. Donc c'est aussi très intéressant. Qu'est-ce que je vais donner à voir ou à entendre ou à regarder pour les lecteurs de mon journal? Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer la qualité d'un produit fini et que c'est vraiment quelque chose de très, très professionnel. Et il n'y a pas besoin d'être professionnel du maquettage ou de l'édition pour pouvoir faire un journal de cette qualité avec vos élèves. Hop. Alors voilà, bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport à l'image. Pas de questions avant qu'on passe au son et à l'utilisation du son. Je vois que, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Mukeni Bouami, vous êtes là, vous avez l'air intéressé, mais vous avez gardé votre caméra, je vous le dis, hein, au cas où on vous voit. Du coup, on va passer sur la... Bien sûr, je m'intéresse beaucoup à l'utilisation du son. D'accord, super. Ok. Donc l'audio comme atout pédagogique, pardon. C'est un outil qui va être délicat à manier pour transmettre et enseigner, mais en fait on va pouvoir y trouver beaucoup de plus-value. Alors j'avais repris cette phrase sur les paroles s'envolent, dit le proverbe, et on retient pas beaucoup, pas forcément toujours ce qu'on entend. Je vous ai remis le cône d'apprentissage d'Edgar Dell.
qui nous redisait que en fait, la réception verbale, quand l'élève est passif, en fait, si c'est une conférence d'enseignant, il en retiendrait 5%, si c'est de la lecture, 10%, si c'est de l'audiovisuel, 20%, et de la démonstration, 30%. Et que si par contre il devient actif, qu'il participe et qu'il est en activité dedans, 50% de discussion en groupe, 75% en exercice pratique, 90% pour enseigner aux autres. Alors lui-même disait que d'une, ça remonte quand même à un certain temps et les choses ont beaucoup changé depuis, notamment les outils, et qu'il n'était pas, c'était pas véridique à 100% tout ce qu'il disait. Mais en tout cas, que ça reste quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la posture qu'on veut donner aux élèves, parce que voilà, on sait que la capacité d'écoute d'un élève, elle va beaucoup varier selon son investissement et selon la motivation que va réussir à transmettre l'enseignant. Et mettre l'élève dans une situation qui soit acteur de son apprentissage, ça va forcément le motiver davantage. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il faut trouver d'autres méthodes encore. Alors, du coup, les usages classiques du son en classe. En fait, en langue vivante, c'est quelque chose qui a été très utilisé depuis pas mal de temps. Il faut que je retrouve les documents à moi aussi. Ça y est, pardon. Parce que du coup, ça permettait, la balado-diffusion, ça offre ce que j'écrivais là, une démultiplication du temps de parole, parce que ça va permettre à l'élève de revenir sur un sujet autant de fois que nécessaire, autant de fois que lui, il en aura besoin. J'avais trouvé ce concept assez intéressant, c'est-à-dire que le son prolonge la parole de l'enseignant dans le temps, c'est-à-dire que l'élève va pouvoir réécouter autant de fois que nécessaire la parole de l'enseignant, mais aussi dans l'espace, parce que il va pouvoir la ramener à la maison, cette parole de l'enseignant. Et ce qui veut dire que, soit à la maison, soit même à un autre endroit que la salle de classe, dans le couloir, parce qu'il aura besoin d'être au calme pour l'écouter. Mais en tout cas, ça permet à l'élève d'avoir accès à la parole de l'enseignant dans différents espaces et à différents moments de la classe. Et pas, si on imagine par exemple une dictée, quand le professeur fait une dictée, si c'est l'homme qui fait la dictée devant le professeur qui fait la dictée devant tous les élèves, il le fait une fois, même s'il répète plusieurs fois, au bout d'un moment, il avance aussi pour tout le monde. Alors que si on imagine que l'élève en fait peut faire la dictée en réécoutant autant de fois que nécessaire la parole de l'enseignant parce qu'il est sur un fichier audio, un podcast, à ce moment-là, il va travailler à son rythme et peut-être qu'il va progresser plus lentement, mais qu'il va progresser. Et c'est ce qu'on recherche finalement en tant qu'enseignant, à ce que l'élève en fait progresse, monte en compétence dans son apprentissage. Après, du coup, l'audio, donc effectivement, ça va renforcer l'autonomie et les compétences de l'élève. Et l'audio qui va être combiné au texte va aider à développer des compétences en littératie ou à soutenir les élèves ayant un faible niveau d'alphabétisation. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important, parce qu'il y a une étude dont je vais vous parler après. Donc, les facilités du son en classe. On a un grand choix de contenu, que ce soit en radio, en web radio, en podcast en ligne. Donc ça, il y a beaucoup de sources qui existent. Un équipement et une exploitation matérielle qui sont simples, que ce soit en collectif ou en autonomie. Puisque en fait, aujourd'hui, avec un smartphone, on peut s'enregistrer et pouvoir réécouter très facilement un fichier son. Je vais vous montrer après des outils qui vont vous permettre de faire des enregistrements et de les rendre disponibles très facilement en ligne. Donc en fait, enregistrer du son, aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile. Il y a une plus grande accessibilité de l'audio par rapport à l'écrit pour des élèves en difficulté avec la lecture. Notamment, là, je mettais en avant l'exemple des élèves qui présentent des troubles de dyslexie. En fait, ça va être un étayage qui sera très, très positif pour ces élèves. Et d'un point de vue technique pour l'enseignant, c'est quand même bien plus simple de réaliser un clip audio ou un podcast qu'un clip vidéo. On n'a pas besoin de faire de la mise en scène, on a juste besoin d'avoir sa voix avec soi et de quoi s'enregistrer. Et ce qui fait qu'en plus,
Alors, c'est mieux de faire ça avec du matériel de bonne qualité, mais vous pouvez aussi quand même développer d'autres compétences sur faire du montage audio de façon très simple. Je vous ai remis le parcours d'un collègue de Canopé sur le logiciel le plus utilisé pour faire du montage son qui s'appelle Audacity et qui est vraiment très simple d'utilisation. Après, ben, il y a quand même quelques difficultés sur l'écoute du son en classe. Il y a une nécessité d'être concentré pour écouter. Alors, ça veut dire peut-être on va retravailler sur l'autonomie aussi de l'élève, parce que pourquoi pas lui permettre d'aller écouter ce son à un autre endroit que sur sa chaise, sur sa table, face au milieu de la classe, face à son professeur, mais peut-être aller écouter ce fichier son dans un couloir ou pour être concentré et pour pouvoir écouter pleinement cet extrait audio. Après, ben, comme toujours, c'est un document de travail, donc il y a une nécessité, sauf si c'est de l'écoute plaisir, de l'écoute musique ou d'un texte poétique, je ne sais pas, nécessité d'un accompagnement et d'outils conçus par l'enseignant, des fiches pédagogiques, des grilles d'analyse. Si on est sur de l'étude d'une langue étrangère, ben, qu'est-ce que j'ai compris du message? Si c'est que l'élève s'enregistre aussi, ça peut être aussi quelque chose de très pertinent, parce que lui aussi peut donner à entendre à son enseignant, et à ce moment-là, en fait, il faut qu'il y ait aussi des grilles de lecture ou d'écoute et d'analyse de ce qu'il va enregistrer. Alors ça, quand on fait des projets web radio, et vous en parlerez le mois prochain, c'est ça, Cynthia, si je ne me trompe pas, euh, avec une collègue sur la web radio, il y a aussi en fait merci, toutes les grilles d'analyse sur est-ce que j'ai parlé de façon assez claire et distincte, est-ce que j'ai pas fait de faute, je me suis pas trompé sur un mot, est-ce que j'ai pensé à faire les liaisons entre les mots, est-ce que j'ai été bien clair dans ma voix, est-ce que j'ai respecté des phrases courtes. Donc tout ça en fait c'est des grilles d'analyse de l'audio qui vont permettre de faire des productions de qualité. Et, et en fait, la dernière difficulté, c'était aussi le fait que les élèves, en fait, c'est plutôt des auditeurs de musique et ils ne sont pas beaucoup accoutumés à écouter de la parole. Donc, en fait, c'est peut-être aussi quelque chose, une compétence à travailler chez les élèves. C'est vrai que écouter la radio, c'était quelque chose. Moi, j'étais petit, quand moi j'étais jeune, mes parents ils écoutaient tout le temps la radio. Et, et aujourd'hui, en fait, c'est de moins en moins un média, c'est un média qui est de moins en moins écouté, mais par contre, la musique est très largement écoutée. Donc, ça peut être aussi une compétence à travailler pour les élèves. Le document sonore, du coup, en fait, on voit qu'il est particulièrement indiqué pour travailler la prise de notes, la synthèse et la mémorisation. Pourquoi? Ben, la prise de notes, en fait, on va être concentré sur l'écoute et prendre des notes en même temps, c'est très positif. Synthétiser ce qu'on est en train d'écrire, et du coup, on peut revenir après, on peut mettre ensemble en fait cette prise de notes avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise de notes graphique. Une fois que l'élève a pris en note un document sonore, en fait, il va pouvoir aussi, pour mieux le mémoriser, le, le- le transformer sous forme de sketch note ou de pensée graphique. Et ça peut être très positif sur la mémorisation du concept que vous avez voulu transmettre. Et, Mathieu? oui. Oui, excuse-moi, j'avais juste on a une question de Savoie qui demande en contexte de l'approche actionnelle, les documents authentiques priment sur tous les autres. Quel est votre point de vue à cet égard? Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que ben, c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans une des premières slides sur l'audio, c'est que en fait, il a été largement utilisé le podcast ou la balado-diffusion en apprentissage des langues parce que ben, en fait, il était très facile d'obtenir. Il y a des sites qui existent en France sur le document des enregistrements qui sont faits par des natifs. Et du coup, ben, pour travailler l'anglais, il n'y avait rien de mieux que de tomber en fait effectivement sur des documents authentiques réalisés, enregistrés par des anglophones et pas par des professeurs d'anglais français ou pas par des élèves français. Donc, c'était accoutumer l'élève à la bonne écoute et du coup à la bonne prononciation des mots. Et c'était quelque chose de très positif.
Et après, sur le, 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 le- le- le document authentique, approche actionnelle, en fait, encore une fois, c'est l'élève producteur. Il n'y a rien de plus positif et de plus efficace que de le mettre dans cette posture-là. Ça ne serait pas plutôt de créer des ressources ici? Oui, justement, en fait, c'est ce que je vais vous montrer après, tous les outils qui permettent effectivement à l'élève. Et alors, j'ai fait attention à ça parce que vous allez avoir aussi un webinaire avec la collègue sur la web radio. Je ne veux pas trop empiéter sur ce qu'elle va pouvoir vous montrer, mais c'est quelque chose qu'on utilise énormément aujourd'hui en formation et qui est très, très simple à réaliser, c'est faire de la web radio avec ses élèves. En fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, le magazine, la une de magazine que j'ai créé très facilement, en fait, créer de la web radio, en fait, soit la radio, quand je fais de la formation là-dessus, c'est montrer que finalement, c'est un oral, mais qui est préparé à l'écrit avant. Vous pouvez regarder toutes les émissions de radio, ils sont tous avec leurs feuilles, tous les textes sont écrits, tous les enchaînements sont prévus. C'est pas quelque chose d'improvisé, la radio. C'est pas parce que c'est à l'oral que c'est improvisé. Donc ça répond à des règles, ça répond à un mode de fonctionnement. Et du coup, le faire travailler avec les élèves, c'est comme travailler sur un journal, leur faire écrire un journal, mais qui va être lu après, et du coup qui va être travaillé à l'oral. Donc on travaille cette compétence en plus qui est, je vais être obligé de m'exprimer de la façon la- la- qui répond à une norme de la web radio pour pouvoir être compris par le plus grand nombre. Et du coup, encore une fois, on travaille énormément de compétences langagières, de soft skills, encore une fois, puisqu'on va être obligé de coopérer pour monter cette radio, de collaborer avec les camarades pour que tout s'enchaîne bien. Chacun va pouvoir prendre un rôle dans la création de cette web radio, qui lance les jingles, qui fait l'animateur général, qui lance les chroniques, qui s'occupe de la chronique sport ou de la chronique météo ou de la chronique information. Et du coup, encore une fois, on est vraiment dans l'action et dans le document authentique, puisqu'il va être en plus à destination de l'extérieur, et non pas pour une création interne à la classe ou à l'établissement, mais vraiment pour être après écouté par les personnes extérieure à l'école ou extérieure à l'établissement. Donc, moi, je suis persuadé que c'est la pédagogie la plus engageante. Je ne sais pas si c'est la plus efficace, mais en tout cas, c'est la plus engageante pour les élèves. Et il faut en permanence, après, par contre, ne pas oublier de faire des retours sur le côté institutionnel. C'est-à-dire, ben, on a fait une web radio, mais ce n'était pas que pour s'amuser. Qu'est-ce qu'on a travaillé comme compétences? Ben, maintenant, vous savez faire des phrases courtes avec sujet, verbe, complément. Pour pouvoir passer facilement un message, vous avez appris à faire attention à vos liaisons dans les mots, donc faire attention à comment s'enchaînent les mots. Vous avez voilà, appris à collaborer avec votre camarade. Et il est important sur tous ces projets d'éducation aux médias de toujours remontrer quelles sont les compétences scolaires qui ont été travaillées, les compétences didactiques qui ont été travaillées dans ces productions. J'espère que je réponds à votre question. Ok. Ouais, je pense qu'on peut avancer. Ouais, ça marche. Du coup, voilà, les 3 types de podcasts. Donc, il y avait le podcast authentique qui n'ont pas été conçus à l'origine pour une classe de langue. Donc, c'est récupérer une émission de la BBC, par exemple, récupérer des émissions avec des natifs. Et du coup, ben, c'est comment réussir à les utiliser dans un cadre pédagogique. Ah, je vois que je vais être obligé d'accélérer un petit peu. Les podcasts d'enseignants, donc c'est des contenus audio qui sont créés par les enseignants pour leur propre classe. Et du coup, ben, ça peut être très intéressant. Ça peut être la dictée, comme on disait tout à l'heure, que l'élève va pouvoir réécouter. Ça peut être la poésie. Alors tout à l'heure, je vous montrais le créateur en ligne. Ben, si vous avez envie que l'élève récite correctement sa poésie, c'est pas en l'entendant juste une fois récité par le professeur qu'il va avoir la capacité de retenir toutes les intonations. Donc en fait, lui donner à écouter, ça peut être quelque chose de très intéressant et lui permettre d'accéder en fait à cette façon de déclamer. Et après, c'est aussi le podcast des étudiants, c'est-à-dire ce que l'élève va s'enregistrer et va vous donner à vous. Et là, d'un point de vue pédagogique, c'est aussi super intéressant puisque ça vous permet, vous aussi, d'avoir le temps d'analyser chacun de vos élèves. Et alors, ça demande du temps de travail, c'est indéniable, mais du coup, d'avoir
on parlait de document authentique, c'est un document authentique de l'élève pour l'enseignant. Et donc, ça lui permet à l'enseignant d'avoir un regard très précis et très pointu sur, à un moment donné, sur ce qu'est en capacité de fournir l'élève. Et là, on peut, là encore, l'écouter, le réécouter et garder en mémoire ce qu'a fait l'élève et pouvoir s'en servir aussi pour faire de la remédiation, de l'étayage auprès de l'élève en disant, par rapport à ce que tu m'as envoyé, voilà ce que je vois comme difficulté et voilà vers quoi ce que je peux te donner comme outil pour pouvoir avancer dans ton apprentissage. Donc ces trois types de podcasts, je pense, sont très pertinents à utiliser. Alors, je vous avais mis voilà, un document pour comment créer des podcasts avec ses élèves. Vous aurez accès à ça, hein, mais là, il me reste très peu de temps, alors j'avance un petit peu pour quand même vous montrer les outils. Mais du coup, vous aurez accès à ce podcast. Et il y a un lien qui vous permet d'aller l'écouter en plus. Alors voilà, ça c'était ma petite analyse. De même que écouter des livres peut contribuer à réduire le manque de mots que connaissent certains élèves. Dans leur article intitulé The Early Catastrophe, tout ça en anglais, les chercheurs Betty Hart et Todd R. Risley ont découvert que les enfants dont les parents ont exercé une carrière professionnelle entendaient environ 30 millions de mots de plus à l'âge de 3 ans que leurs pères dont les parents étaient admissibles à l'aide sociale. 30 millions, c'est juste gigantesque comme mot. Et du coup, ils ont découvert qu'il y a une corrélation entre le nombre de mots qu'un enfant entend et son taux d'acquisition du langage. Donc, au plus il va entendre de mots, au plus son acquisition du langage sera forte. Ce qui fait que même si l'audio, il ne va pas pouvoir remonter le temps et exposer les premiers lecteurs à davantage de mots, puisqu'on sait très bien que c'est dans les premières années en fait qu'il y a cette capacité à engranger des mots et après le cerveau se spécialise. Mais en tout cas, ça va permettre aux jeunes étudiants une exposition à un vocabulaire plus large, le fait de leur permettre d'accéder à ces audios de plus en plus fréquemment, et ce qui va contribuer à atténuer l'écart entre ceux qui ont été habitués très tôt à avoir un certain vocabulaire et les autres. Donc en fait, encore une fois, l'outil numérique va permettre d'effacer certaines inégalités d'accès au savoir. Et c'est quand même un des rôles principaux principal de l'école. Du coup, la web radio, je vous en ai parlé beaucoup, 4 minutes, c'est tellement peu. Donc voilà, je vous ai reparlé des inégalités. Donc je vais un peu passer sur les outils. Hop. Donc je vous en montre des très simples. C'était sur l'image. Donc Book Creator, je vous avais montré tout à l'heure, si je reviens à ma bibliothèque, j'avais montré un livre sur la poésie. Voilà, et vous voyez, c'était Arthur Rimbaud sur le Dormeur du Val. Et en fait, j'ai mon fichier son. Non, vous allez l'entendre. Le Dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Voilà, et donc ce document, en fait, c'est permettre à l'élève d'y avoir accès. Et du coup, si vous lui donnez à apprendre cette poésie, il va pouvoir l'avoir, il va pouvoir l'illustrer comme sur un cahier de poésie, mais en plus, il va avoir le fichier son, ce qui va lui permettre de l'apprendre et d'avoir la parole de l'enseignant en permanence avec lui pour pouvoir la travailler plus facilement. Après, des outils qui vont vous permettre d'enregistrer très facilement, il y a ce site qui s'appelle La Digital. Alors, c'est une mine d'or hein, pour les enseignants parce que tout ça, c'est des outils gratuits qui sont en licence libre et que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Et vous avez alors, il s'appelle DigiRecord, voilà. Et vous allez pouvoir très facilement, un clic, ça me fait 2 clics et là, ça ne marche pas. Bon, vous pourrez aller voir. Il est très simple à utiliser et après, vous pouvez partager et copier le lien et le mettre dans vos documents Word, PowerPoint ou tout ce que vous voulez. Ensuite, des enregistreurs très simples. Il y a Vocaroo en ligne. Donc là, c'est vocaroo.com. Vous cliquez sur enregistrer. Là, c'est en train d'enregistrer. Ça y est. Et je vous dis bonjour. Je suis vraiment super contente de faire ce webinaire avec vous. Je clique sur stop.
enregistrer, partager, et là vous avez en fait tout. Vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez copier l'hyperlien et le mettre sur un site, vous pouvez créer un QR code. Alors ça c'est aussi intéressant, si vous avez des outils numériques dans votre classe, vous allez pouvoir faire un mur de QR code avec différents fichiers audio, et l'élève vient avec soit son téléphone, soit la tablette, flash le QR code et il a accès directement au fichier son que vous avez laissé, ou juste télécharger votre fichier audio. Et donc, juste à partir d'un simple du site, le clic, et vous avez toute votre source audio. Un autre enregistreur, ça marche exactement de la même façon, hein, sauf que lui, il crée pas le QR code directement. Mais même chose, vous cliquez et il se met à enregistrer. Alors en plus, vous avez l'effet sonore, du coup, ce qui est aussi intéressant de montrer que c'est en physique une onde, le son. Voilà. Il est fait et je peux le sauvegarder et il s'enregistre directement au format MP3 sur votre ordinateur. Donc très simple aussi d'utilisation. Je vous ai remontré, je vous ai remis aussi dans les documents Learning Gaps, qui est un site qui permet de créer des exercices. Et là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre, là par exemple, c'est un exercice sur les instruments de musique, c'était juste histoire de vous montrer qu'il y avait du son. Mais vous allez pouvoir aussi, pour différencier, mettre vos consignes en format audio, donc ce qui permet de rendre accessibles vos exercices, et mettre dans les exercices que vous allez créer très facilement. C'est très simple à faire, de pouvoir mettre des fichiers son. Donc voilà, là c'était juste un exercice où il fallait associer un instrument et un son. Et c'est des exercices qui sont c'est un site en ligne qui permet de créer des exercices très facilement et de les diffuser, vous voyez, par hyperlien ou par QR code, et de les diffuser très facilement auprès de vos élèves. Encore d'autres sites, même chose, vous importez des fichiers audio et ils vous génèrent automatiquement un QR code. Et encore une fois, vous pouvez créer un affichage audio de vos murs de classe, et il y a plein de QR codes et l'élève vient flasher son QR code pour avoir accès à des fichiers son. Vous aurez, pardon, il est déjà 18h30, je vous ai remis, comme je vous disais dans le document, en fait, le lien vers un parcours qui vous permet de prendre en main le logiciel Audacity pour pouvoir en fait importer vos fichiers son, enlever des bouts, modifier, augmenter le son, réduire les bruits de fond et faire un enregistrement audio de très bonne qualité. Voilà, j'ai essayé de vous montrer le plus possible. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'arrête le partage. Tac, tac. On Vous avait une retrouvez- dernière. Ouais. Oui, excuse-moi Mathieu, juste avant de t'interrompre, on avait une dernière question de Sawa qui nous disait, est-ce que l'audio avec les documents authentiques pourrait raffiner l'interlangue et l'approcher de la langue cible? Waouh, raffiner Alors, l'interlangue. raffiner, oui, peut-être qu'il faut juste Ouais, est-ce que vous détailler pouvez Sawa, m'expliquer raffiner ça? l'interlangue. C'est pas forcément évident. Est-ce que je peux parler directement? Oui, oui, oui. Oui, super. allez-y. Ok, normalement, pendant le cours, dans le processus d'apprendre une langue étrangère, Mhm. avant de s'approprier la langue, effectivement, l'apprenant a tendance de développer une langue qui est entre la langue cible et la langue source. Et l'objectif de l'apprentissage de la langue étrangère, c'est de finir par parler de plus possible comme un natif. Oui, c'est pour Je ça ne que sais pas si... je montrais tout à l'heure qu'un des podcasts, ou une des façons d'utiliser l'audio, c'était déjà de prendre des documents, des audios authentiques, comme la BBC sur la chaîne d'information anglaise, et qui est très utilisée en cours de langue, en apprentissage de l'anglais dès l'école, dès le collège. Un peu moins en primaire parce que c'est trop difficile d'accès, mais au plus on va favoriser l'écoute de la langue parlée par des natifs, au plus on favorisera en fait la bonne prononciation après. On en revient, au plus on écoute des mots qui sont dits correctement, au plus on sait les utiliser après dans son quotidien. Donc oui, effectivement, c'est super important de prendre des documents authentiques faits par des gens natifs pour accoutumer l'oreille de l'apprenant au bon parler, en fait. Je le dirais comme ça.
Merci. Ben, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai un peu débordé, je suis désolé, je voulais prévoir 5 minutes pour vous laisser des questions et il y avait trop de choses à montrer. Boami, je ne sais pas si vous me parlez ou pas, mais du coup, votre micro est coupé. Ou si c'est pas à moi que vous parlez. Ok. Écoute, Mathieu, on va te remercier Ben, merci beaucoup à vous. Ben, pour cette intervention qui était très riche et très intéressante. On merci. vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints. On est monté à 33 personnes en simultané ce soir. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure de la soirée, on a tout enregistré, donc on déposera tout ça avec Mathieu sur la plateforme de formation à laquelle vous aurez bientôt accès. On va également mettre le support, donc vous retrouverez tous les liens et tous les outils finalement qui ont été présentés par Mathieu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc, on a une nouvelle thématique que Mathieu a déjà introduite, donc qui sera présentée par notre collègue Émilie sur la web radio et comment monter une émission avec ses élèves. Donc, ça, ce sera le 12 décembre prochain. Donc, vous recevrez encore un mail hein, et puis d'autres informations sur vos canaux de communication. Donc, il nous reste à vous remercier. On peut, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont encore présents, allumer nos caméras et faire une petite capture d'écran de toutes les personnes avec lesquelles on était ce soir. C'est toujours sympa. Donc, n'hésitez Merci. pas. Merci beaucoup pour tous ces messages très positifs dans le chat. C'est super. Merci beaucoup.